bonsoir et bienvenue dans notre voyage nocturne. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et permettez à votre esprit de s'envoler bien au-delà des limites de notre planète. Imaginez un voyageur de glace, filant à travers l'obscurité silencieuse du cosmos depuis des milliards d'années. Une roche de glace et de poussière, témoin de la naissance du système solaire. Et si je vous disais qu'au cœur de cet objet ancestral se cache peut-être la réponse à l'une des plus grandes questions de l'humanité? La conférence de sommeil de ce soir est dédiée à la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko. Nous allons plonger dans l'histoire de l'incroyable mission spatiale Rosetta et explorer l'une des théories les plus audacieuses et controversées de l'astronomie moderne. La théorie selon laquelle, dans le noyau sombre et froid de cette comète, se dissimule quelque chose de vivant. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière le voile de glace de cet invité cosmique? Notre voyage commence maintenant. Pour comprendre toute la profondeur de ce mystère, nous devons remonter le temps. Jusqu'en 1993, l'année où l'Agence spatiale européenne a donné son feu vert à l'une des missions les plus ambitieuses de l'histoire de l'exploration spatiale. La mission fut baptisée Rosetta, en hommage à la célèbre pierre de Rosette qui permit de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. À l'image de son homonyme de pierre, la sonde devait déchiffrer les secrets des comètes, ces reliques glacées datant de la formation même de notre système solaire. La cible choisie fut la comète 67P, découverte par les astronomes soviétiques Klim Churyumov et Svetlana Gerasimenko en 1969. Pourquoi celle-ci en particulier? Son orbite était favorable et sa taille, ainsi que son activité, présentaient un intérêt scientifique majeur. La mission était sans précédent. Pour la première fois, l'humanité n'allait pas seulement survoler une comète, mais se mettre en orbite autour d'elle, l'accompagner dans son voyage autour du Soleil et, le plus incroyable, faire atterrir un module à sa surface. 10 ans de vol spatial, des milliards de kilomètres parcourus, des manœuvres gravitationnelles complexes près de la Terre et de Mars. Tout cela pour tenter de percer le secret de l'origine de la vie. Personne, à l'époque, n'aurait pu imaginer les controverses et les hypothèses étonnantes qu'allait engendrer cette rencontre. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Le vaisseau spatial lui-même. Rosetta n'était pas un simple engin propulsé par des moteurs. C'était un véritable laboratoire scientifique pesant près de 3 tonnes et équipé de 11 instruments d'une complexité incroyable. Chacun d'eux avait une mission précise: analyser la composition des gaz et des poussières éjectés par la comète, cartographier sa surface dans diverses gammes spectrales, mesurer sa température et étudier son interaction avec le vent solaire. Imaginez ce chef-d'œuvre technologique qui a passé 10 ans en hibernation profonde, économisant son énergie pendant son long voyage aux confins froids du système solaire. Son réveil, en janvier 2014, fut un moment de véritable drame. Des millions de personnes, à travers le monde, attendaient le signal du vaisseau, le cœur battant. Et lorsqu'il est enfin arrivé, ce fut le triomphe du génie humain. Mais la carte maîtresse de Rosetta était son petit acolyte, l'atterrisseur Philae, pesant à peine 100 kilos. Il devait réussir l'impensable, se poser sur la surface absolument inconnue et imprévisible du noyau de la comète. Philae était équipé d'une foreuse pour prélever des échantillons de sol, de caméras panoramiques et de toute une panoplie d'instruments pour analyser la matière cométaire sur place. C'était un pari du tout ou rien. Un atterrissage réussi aurait pu nous donner des réponses directes sur la composition de la matière primitive du système solaire. Un échec aurait signifié la perte d'une chance unique. Tout le voyage, 10 ans de préparation, menait à cet unique moment décisif. La rencontre avec l'énigmatique comète 67P. Mais avant d'aborder la rencontre à proprement parler,
penchons-nous sur la nature exacte des comètes. Dans la culture populaire, on les surnomme souvent les boules de neige sales. Si cette comparaison est globalement juste, elle reste néanmoins très simpliste. Le noyau d'une comète est un conglomérat de glace d'eau, de gaz gelés, comme le dioxyde de carbone, le méthane et l'ammoniac, ainsi que de particules solides, c'est-à-dire de la poussière et des roches. Elles sont les vestiges du disque protoplanétaire à partir duquel le Soleil et les planètes se sont formés il y a plus de 4,5 milliards d'années. Les comètes sont donc, par essence, de véritables capsules temporelles. Elles renferment des informations précieuses sur la composition chimique et les conditions physiques de cette lointaine époque. La majeure partie de leur existence se déroule dans ce que l'on appelle le nuage d'Oort, une région sphérique hypothétique située aux confins de notre système solaire. Là, dans l'obscurité et le froid éternel, elle demeure presque inchangée. Mais il arrive qu'une perturbation gravitationnelle due à une étoile de passage ou à un autre corps massif éjecte la comète de son orbite stable et l'envoie puis en voyage vers le centre de notre système, vers le Soleil. C'est alors que les choses deviennent vraiment passionnantes. À mesure qu'elle se rapproche du Soleil, la glace à la surface du noyau commence à s'évaporer, ou, pour utiliser le terme scientifique exact, à se sublimer, passant directement de l'état solide à l'état gazeux. Ce processus crée autour du noyau la coma, un nuage de gaz et de poussière qui peut atteindre des centaines de milliers de kilomètres de diamètre. De son côté, la pression du vent solaire étire cette matière pour former la fameuse queue qui est toujours orientée à l'opposé du Soleil et peut s'étendre sur des millions de kilomètres. La comète 67P fait justement partie de ces voyageuses, et Rosetta était destinée à devenir sa première observatrice rapprochée. Intéressons-nous maintenant de plus près à l'héroïne de notre histoire. La comète 67P/Churyumov-Gerasimenko est un objet tout à fait remarquable. Lorsque la sonde Rosetta s'en est approchée à l'été 2014, les premières images ont sidéré les scientifiques. La forme de la comète était totalement inattendue. Elle se composait de 2 lobes distincts, reliés par un mince cou, ce qui lui a immédiatement valu le surnom de « canard en plastique ». Le plus grand lobe, ou le corps, mesure environ 4,3 sur 4,1 km, tandis que le plus petit, la tête, atteint 2,5 sur 2,5 km. Cette double structure est très probablement le résultat d'une collision et d'une fusion très lente de 2 objets distincts au tout début du système solaire. Il ne s'agissait pas d'un impact violent, mais plutôt d'une sorte d'agglutination douce. La surface de la comète s'est révélée incroyablement sombre, plus noire que du charbon. Elle ne réfléchit qu'environ 6% de la lumière solaire qui la frappe. Cette noirceur extrême est due à une couche de poussière riche en composés organiques. Le paysage du noyau frappé par son incroyable diversité. On y trouvait des plaines lisses, des falaises rocheuses, des dépressions profondes et des rochers de la taille d'une maison. Ce n'était pas juste un bloc de glace inerte, mais bien un monde complexe et dynamique. À mesure qu'elle se rapprochait du Soleil, la comète s'animait. De puissants jets de gaz et de poussière, appelés jets, s'échappaient de sa surface. Certains de ces phénomènes étaient prévisibles, émergeant toujours aux mêmes endroits sous l'effet du rayonnement solaire. D'autres, en revanche, étaient assez des flambées soudaines. L'étude de cette activité était l'une des principales missions de Rosetta, car c'est ce processus qui forme la chevelure et la queue de la comète, et c'est lui qui pouvait fournir une clé pour comprendre sa structure interne et sa composition. Le point culminant de la mission est survenu le 12 novembre 2014. Ce jour-là, l'atterrisseur Philae s'est séparé de Rosetta et a entamé sa descente de 7 heures vers la surface de la comète. C'était une opération d'une complexité comparable à celle de toucher une balle avec une autre,
à des centaines de millions de kilomètres de distance. Tout se déroulait comme prévu, mais au dernier moment, le système de propulseurs d'ancrage et de harpon, qui devait fixer l'appareil à la surface, est tombé en panne. La gravité sur la comète est infime, et sans système de fixation, cet appareil léger pouvait tout simplement rebondir comme une balle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après avoir touché la surface au point d'atterrissage prévu, nommé Agilkia, Philae a effectué 2 bonds gigantesques. Le premier l'a renvoyé 1 kilomètre plus haut, le faisant planer au-dessus de la surface de la comète pendant près de 2 heures. Le second saut fut moins important. Au final, l'atterrisseur s'est retrouvé coincé à l'ombre d'une falaise, dans un lieu totalement imprévu, baptisé Abydos. Cet atterrissage rocambolesque a eu 2 conséquences majeures. Premièrement, l'emplacement exact de l'appareil est resté inconnu pendant près de 2 ans. Il n'a été repéré sur les clichés de Rosetta que peu de temps avant la fin de la mission. Deuxièmement, et c'est le plus regrettable, le manque de lumière solaire à son point d'arrêt final a empêché les panneaux solaires de Philae de recharger ses batteries. L'appareil n'a pu fonctionner qu'une 60aine d'heures sur la charge de sa batterie principale, transmettant des données inestimables avant d'entrer en hibernation. Malgré toutes ces difficultés, cela restait un moment historique. L'humanité venait de réaliser son premier atterrissage en douceur sur un noyau cométaire. Et les données que Philae a réussi à collecter ont révolutionné de nombreuses connaissances sur la structure de ces corps célestes. Qu'avons-nous appris durant les 60 petites heures d'activité de Philae et les 2 années d'observation depuis l'orbiteur Rosetta? Les découvertes, elles, furent véritablement révolutionnaires. Premièrement, l'analyse des données a révélé que la surface de la comète, sous sa couche de poussière, était extrêmement dure, comme de la glace gelée. La foreuse de Philae a eu beaucoup de mal à pénétrer le sol. Deuxièmement, et ce fut l'une des principales surprises, la composition isotopique de l'eau présente sur la comète 67P n'était pas du tout la même que celle trouvée sur Terre. L'eau est composée de molécules H, 2O, mais il existe des variétés lourdes où l'un des atomes d'hydrogène est remplacé par son isotope, le deutérium. Or, sur la comète, le rapport entre le deutérium et l'hydrogène ordinaire s'est révélé 3 fois supérieur à celui de nos océans terrestres. Cela a fortement ébranlé l'hypothèse populaire selon laquelle les comètes auraient apporté la majeure partie de l'eau sur la Terre primitive. Elles ont peut-être joué un rôle, mais il est probable que la source principale soit à chercher du côté des astéroïdes. Mais la découverte la plus frappante concernait la matière organique. Les instruments de Rosetta et de Philae ont détecté une quantité phénoménale de molécules organiques complexes sur la comète. Il ne s'agissait pas seulement de méthane ou de monoxyde de carbone. 16 composés organiques distincts ont été identifiés, notamment des alcools, des amines et des composés carbonylés. 4 d'entre eux, l'isocyanate de méthyle, l'acétone, l'aldéhyde propionique et l'acétamide, ont été détectés pour la toute première fois sur une comète. Ce sont des molécules complexes qui servent de briques élémentaires pour des structures encore plus élaborées, comme les acides aminés et les sucres, les fondements mêmes de la vie telle que nous la connaissons. Et c'est ici que nous abordons le moment le plus intrigant de notre histoire. Sur fond de ces découvertes majeures, mais purement scientifiques, une déclaration a retenti qui a secoué non seulement la communauté scientifique, mais aussi le grand public. 2 éminents scientifiques, l'astronome Chandra Wickramasinghe du Centre d'astrobiologie de Buckingham et son collègue Max Wallis de l'Université de Cardiff, ont formulé une hypothèse sensationnelle. Ils ont affirmé que les particularités de la surface et le comportement de la comète 67P s'expliquaient le mieux par la présence de vie. Non pas de simples molécules organiques complexes, mais un véritable écosystème microbien actif, prospérant juste sous sa surface glacée.
Selon eux, la couleur sombre du noyau de la comète n'est pas simplement de la poussière de carbone, mais le résultat direct de l'activité de ces micro-organismes. Ils ont suggéré que sous la fine couche de poussière se cachaient des lacs d'eau liquide ou des mélanges d'eau et de glace abritant ces créatures. Ces microbes contiendraient des sels antigels qui leur permettraient de rester actifs même sous des températures extrêmement basses. Quant aux jets s'échappant de la surface, selon leur théorie, il ne s'agit pas d'une simple sublimation de glace, mais de rejets gazeux produits par ces micro-organismes qui se frayent un chemin à travers la croûte gelée. Cette déclaration a fait l'effet d'une bombe. Une mission conçue pour chercher les briques élémentaires de la vie aurait-elle pu, par pur hasard, découvrir la vie elle-même? L'idée semblait fantastique, mais ces auteurs n'étaient pas de simples amateurs. C'étaient des scientifiques reconnus, ce qui conférait un poids considérable à leurs affirmations. Penchons-nous maintenant plus en détail sur les arguments avancés par les partisans de cette hypothèse. Leur théorie reposait sur plusieurs observations cruciales réalisées par la sonde Rosetta. Le premier point concernait la surface, déjà évoquée, extrêmement sombre et riche en matières organiques. Wickramasinghe soutenait qu'un tel matériau sombre pouvait se former lorsque des colonies de micro-organismes sont exposées au rayonnement solaire, un peu à la manière des bactéries terrestres qui développent des pigments protecteurs. Le deuxième élément était la présence, à la surface de la comète, de zones lisses comme si elles étaient recouvertes de glace, faisant penser à des lacs ou des étangs gelés. Les scientifiques y voyant la preuve de l'existence de ces fameux réservoirs sous-surfaciques qui fondraient et regèleraient périodiquement. Le troisième argument portait sur la détection de molécules organiques complexes. Les défenseurs de l'hypothèse estimaient qu'une telle diversité organique était difficilement explicable par des processus chimiques purement abiogéniques, c'est-à-dire non biologiques. Selon eux, cela ressemblait bien davantage au produit d'un métabolisme complexe d'êtres vivants. Ils allèrent même jusqu'à pointer du doigt certaines structures visibles sur les clichés qui, selon eux, rappelaient des vestiges fossilisés de micro-organismes. Ils mentionnaient, par exemple, de gros blocs rocheux recouverts d'étranges fissures, ainsi que des cratères à fond plat, qu'ils interprétaient comme d'anciens lacs asséchés. L'ensemble de ces données, affirmait-il, dessinait une image cohérente. La comète 67P n'est pas un simple caillou mort, mais un monde vivant, peuplé de microbes extrémophiles. Il la comparait aux écosystèmes que l'on trouve dans les glaces arctiques terrestres, où la vie parvient à survivre dans les conditions les plus rudes. L'idée d'une vie sur une comète est, il faut bien l'avouer, fascinante et stimule l'imagination. Mais qu'en dit la science officielle? La grande majorité des scientifiques qui ont travaillé sur la mission Rosetta, ainsi que les astrobiologistes du monde entier, ont accueilli cette hypothèse avec un immense scepticisme. Ils reconnaissent que les observations sont intéressantes, mais insistent sur le fait que pour chacune des preuves avancées, il existe une explication non biologique bien plus simple et plausible. Examinons donc leurs contre-arguments. Commençons par la couleur sombre de la surface. Certes, elle est riche en matière organique, mais cela ne signifie pas qu'elle est nécessairement le produit d'une activité biologique. Les composés hydrocarbonés complexes, connus sous le nom de tholins, se forment naturellement dans l'espace sous l'effet du rayonnement ultraviolet, agissant sur des molécules simples comme le méthane et l'éthane. Ces tholins sont d'une couleur sombre, tirant sur le brun rougeâtre, et expliquent parfaitement la noirceur du noyau cométaire sans nécessiter l'intervention d'une quelconque biologie. Passons ensuite au Labouchis, lac gelé et autres caractéristiques géologiques. Les scientifiques de l'ESA les expliquent par des processus complexes de sublimation et de recondensation de la glace. Lorsqu'une partie de la comète est chauffée par le Soleil, la glace s'évapore. Ce gaz peut alors geler à nouveau sur des zones plus froides et ombragées, créant ainsi des couches de glace lisse. Les jets actifs s'expliquent également par la géologie.
La pression du gaz qui s'accumule sous la surface finit par percer la couche supérieure de poussière. Il s'agit d'un processus purement physique qui n'exige aucune participation microbienne. Venons-en au point le plus crucial, celui des molécules organiques complexes. Leur découverte est effectivement l'un des résultats majeurs de la mission. Mais leur présence est-elle synonyme de vie? Absolument pas. L'astrochimie moderne démontre que les composés organiques complexes se forment naturellement, et ce, en quantités astronomiques dans l'espace. Les nuages moléculaires, véritables pouponnières d'étoiles et de planètes, sont de véritables usines à matière organique. Les réactions chimiques qui se produisent à la surface des grains de poussière glacée, sous l'effet des rayons cosmiques et des ultraviolets, sont capables de créer des molécules très sophistiquées à partir des composants les plus simples. Dès lors, la présence de glycine, d'alcool et d'autres composés sur la comète n'est pas une preuve de vie sur cet astre. C'est plutôt la confirmation que les briques élémentaires de la vie étaient déjà abondantes dans l'environnement d'où est née notre Terre. Les comètes et les astéroïdes, en s'écrasant sur la Terre primitive, auraient en pu livrer ces ingrédients essentiels, donnant ainsi l'impulsion à l'émergence de la vie sur notre planète. Cette théorie, connue sous le nom de panspermie ou d'exogénèse dans sa forme la plus nuancée, reçoit de plus en plus de preuves. Et les découvertes de Rosetta sont un argument de poids en sa faveur. En somme, la comète n'est pas le berceau de la vie, mais plutôt son facteur, ayant livré les composants nécessaires à la bonne adresse. Quant aux structures que les partisans de l'hypothèse ont prises pour des fossiles, elles se sont avérées être de simples formations géologiques, un jeu d'ombre et de lumière, ou, comme disent les scientifiques, une pareidolie, cette tendance à reconnaître des formes familières dans des motifs aléatoires. Au final, cette histoire d'une forme de vie au cœur de la comète n'était-ce qu'une pure fiction? D'un point de vue strictement scientifique, la réponse est oui. Aucune preuve directe et irréfutable de l'existence de la vie sur la comète 67P n'a pu être présentée. Toutes les observations citées par les auteurs de l'hypothèse ont des explications physico-chimiques plus simples et plus logiques. La science fonctionne selon le principe du rasoir d'Occam. Il ne faut pas invoquer des entités complexes inutilement. Et l'hypothèse d'une vie microbienne représente justement une entité de ce type. Son existence requiert des conditions extrêmement spécifiques. De l'eau liquide sous la surface pendant une longue durée, une protection contre les radiations cosmiques intenses et une source d'énergie. Bien que théoriquement, certaines de ces conditions puissent être remplies à certains moments de son orbite, lorsqu'elle s'approche du Soleil, nous n'avons aucune preuve de leur stabilité dans le temps. Néanmoins, cette histoire conserve toute son importance. Elle illustre parfaitement le fonctionnement du processus scientifique. Une hypothèse audacieuse et séduisante est émise. Elle est ensuite soumise à une critique et à des tests approfondis. Si elle résiste à l'épreuve des faits et des expériences, elle devient une théorie. Dans le cas contraire, elle est rejetée ou modifiée. Dans le cas présent, l'hypothèse d'une vie sur la comète n'a pas réussi cette vérification. Mais elle a obligé les scientifiques à réexaminer attentivement les données existantes et à réfléchir aux limites du possible. Et elle a surtout attiré une attention publique massive sur la mission Rosetta et sur l'astrobiologie en général. Revenons plutôt aux découvertes réelles de la mission qui sont, elles aussi, absolument captivantes. L'une des plus importantes a été l'étude détaillée de la composition de la coma, ce nuage de gaz et de poussière qui enveloppe le noyau. L'analyseur de Rosetta a réussi à intercepter et à étudier des molécules s'échappant de la surface. C'est de cette façon qu'en 2016, une annonce fut faite que l'on pourrait considérer comme aussi sensationnelle que la découverte d'une vie hypothétique. L'acide aminé glycine a été détecté dans la coma de la comète,
Les acides aminés sont les briques élémentaires des protéines, le fondement de toute vie terrestre. La glycine est d'ailleurs le plus simple d'entre eux. Auparavant, des traces avaient été identifiées dans des échantillons cométaires rapportés par la mission Stardust, mais des doutes persistaient quant à une potentielle contamination terrestre. Rosetta a pu effectuer les mesures directement au contact de la comète, écartant ainsi toute possibilité d'erreur. C'était la toute première détection incontestable d'un acide aminé dans la coma d'une comète. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Conjointement à la glycine, les chercheurs ont découvert du phosphore, un autre élément clé de la vie. Il est en effet indispensable à la composition de l'ADN, de l'ARN et des membranes cellulaires. En somme, sur une seule comète, nous avons découvert à la fois les briques nécessaires aux protéines et l'élément fondamental du code génétique et de la structure cellulaire. Cette trouvaille apporte une confirmation puissante à l'idée selon laquelle les comètes ont joué un rôle décisif dans l'émergence de la vie sur Terre, en livrant non seulement de l'eau, mais aussi un ensemble complet de précurseurs organiques indispensables. Outre les composés organiques, Rosetta a fait une autre découverte stupéfiante, cette fois-ci concernant les gaz. De l'oxygène moléculaire, du O2, a été détecté dans l'atmosphère de la comète. C'était totalement inattendu. L'oxygène est un gaz extrêmement réactif. Il s'associe facilement à d'autres éléments, en particulier l'hydrogène, pour former de l'eau. Les scientifiques pensaient qu'il ne devait pas y avoir d'oxygène libre dans la matière primordiale du système solaire. Pourtant, la comète en contenait une quantité notable. C'était le 4e gaz le plus abondant, juste après la vapeur d'eau, le monoxyde et le dioxyde de carbone. Cette découverte a obligé les chercheurs à revoir en profondeur les modèles de formation des comètes et par extension ceux de tout le système solaire. La présence d'oxygène moléculaire indique qu'il a été incorporé dans la comète dès sa formation, il y a 4,5 milliards d'années. Ce qui signifie, en conséquence, que les conditions dans le disque protoplanétaire n'étaient pas celles que l'on imaginait. Il est possible que la glace qui a formé ces comètes se soit constituée à des températures extrêmement basses, dans un environnement très calme, où l'oxygène n'a pas eu le temps de réagir avec l'hydrogène. Ainsi, la comète 67P n'a pas seulement levé le voile sur les secrets de l'origine de la vie, elle a aussi forcé les scientifiques à adopter une nouvelle perspective sur la naissance des planètes elles-mêmes. Chaque nouvelle molécule découverte dans sa chevelure est une lettre de l'alphabet le plus ancien de l'univers, que nous commençons à peine à déchiffrer. Les observations géologiques se sont révélées tout aussi fascinantes. Rosetta a passé plus de 2 ans en orbite autour de la comète, surveillant sa transformation à mesure qu'elle s'approchait, puis s'éloignait du Soleil. Ces observations ont permis de voir, pour la première fois et en détail, comment une comète fonctionne. Il s'est avéré que sa surface est en perpétuel changement. De véritables glissements de terrain se produisaient. En août 2015, peu après le passage de la comète au périhélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil, les scientifiques ont repéré sur les clichés l'effondrement d'une falaise entière. Cette falaise mesurait 70 mètres de haut et sur 100 mètres de large. Cet événement a mis à nu les couches internes de la comète, révélant une glace d'un bleu éclatant qui était jusqu'alors masquée par une poussière sombre. Cette glace s'est révélée 6 fois plus brillante que la surface moyenne de la comète. De tels événements prouvent que l'érosion sur les comètes n'est pas un processus lent et graduel, mais plutôt une succession d'événements brusques et catastrophiques. Outre les glissements, Rosetta a surveillé l'apparition de structures, surnommées les bosses de comète, de petits dômes qui se formaient puis disparaissaient à la surface au cours d'une journée cométaire. Il s'agissait probablement du résultat de la sublimation de la glace subsurfacique. Tous ces processus dynamiques ont transformé la comète, la faisant passer d'un objet statique à un paysage vivant et évolutif.
L'étude de ce phénomène a fourni aux géologues des informations inestimables sur la physique des corps glacés dans l'espace. Revenons à la théorie de la panspermie, un concept considérablement renforcé par les données recueillies par la mission Rosetta. L'idée même que la vie puisse voyager entre les planètes, et même d'un système stellaire à l'autre, n'est pas nouvelle. Elle a été évoquée dès le XIXe siècle. Selon cette hypothèse, des micro-organismes pourraient être piégés à l'intérieur d'astéroïdes ou de comètes. Ces corps, après avoir été éjectés de leur système d'origine, suite par exemple à une collision, entament alors un long voyage interstellaire. En état d'anabiose profonde, ils peuvent survivre des millions d'années dans l'espace, protégés du froid et des radiations par l'épaisseur de la roche et de la glace. Si une telle arche pénètre accidentellement dans le champ gravitationnel d'un autre système planétaire et s'écrase sur une planète offrant des conditions propices, les microbes pourraient reprendre vie et donner naissance à une nouvelle branche évolutive. Pendant longtemps, la panspermie a été considérée comme de la pure science-fiction. Pourtant, à chaque nouvelle découverte, elle semble de plus en plus crédible. Nous savons que certains micro-organismes terrestres, les fameux extrémophiles, sont capables de survivre dans des conditions incroyables, températures extrêmes, haute pression, vide spatial et forte dose de radiation. Des expériences menées sur l'ISS ont d'ailleurs démontré que certaines spores bactériennes peuvent survivre des années dans le vide de l'espace. De plus, la découverte de molécules organiques sur les comètes et les astéroïdes prouve que les matériaux de construction de la vie sont omniprésents dans l'univers. En conclusion, si Rosetta n'a pas trouvé la vie elle-même, la mission a prouvé de manière convaincante que les comètes sont les véhicules de transport idéaux pour ces ingrédients. Même si l'hypothèse de la vie sur la comète 67P a été réfutée, elle soulève une question bien plus vaste. Où, dans le système solaire, la vie pourrait-elle réellement s'épanouir ? Aujourd'hui, les principaux candidats ne sont plus les comètes, mais bien les lunes des planètes géantes. Prenons l'exemple d'Europe, le satellite de Jupiter. Les scientifiques pensent qu'un vaste océan global d'eau liquide salée se cache sous sa croûte de glace, épaisse de plusieurs kilomètres. Cet océan pourrait être maintenu au chaud grâce aux forces de marée exercées par Jupiter et des évents hydrothermaux, similaires à ceux que l'on trouve sur Terre, pourraient exister au fond. Sur notre planète, autour de ces sources sous-marines, la vie foisonne, et elle est totalement indépendante de la lumière du Soleil. Une situation comparable pourrait exister sur Encelade, la lune de Saturne. La sonde spatiale Cassini a volé directement à travers des geysers jaillissant des fissures de sa surface glacée. Elle y a détecté de l'eau, des molécules organiques et des particules de poussière de silicate. Tous ces éléments indiquent clairement la présence d'un océan souterrain en contact avec un fond rocheux. Même Titan, la plus grande lune de Saturne, présente des conditions qui, bien que radicalement différentes de celles de la Terre, pourraient potentiellement accueillir des formes de vie exotiques. Titan possède des rivières et des lacs, mais ils ne sont pas composés d'eau. Il s'agit plutôt de méthane et d'éthane liquide. Il est donc possible qu'une vie basée sur le méthane, plutôt que sur l'eau, y ait évolué. Tous ces mondes n'attendent plus que leurs explorateurs. L'expérience acquise par la mission Rosetta sera précieuse pour la planification des futures missions vers ces lunes glacées, dans l'espoir de répondre à cette question fondamentale. La mission Rosetta s'est achevée le 30 septembre 2016. La comète s'éloignait de plus en plus du Soleil et les panneaux solaires de la sonde ne pouvaient plus générer assez d'énergie pour opérer. Il fut alors décidé de clore la mission de la manière la plus spectaculaire et la plus utile possible. Rosetta fut dirigée vers une collision lente et contrôlée avec la surface de la comète. Pendant ces dernières heures, la sonde a transmis des images et des données absolument uniques, prises à une distance incroyablement proche. Elle nous a montré la surface de la comète depuis une altitude de seulement quelques dizaines de mètres,
avec un niveau de détail qu'on n'aurait jamais osé imaginer. Le dernier signal de Rosetta a été capté alors qu'elle n'était plus qu'à 20 mètres de la surface. Ce fut le point final d'une grande odyssée. L'orbiteur, qui avait si longtemps accompagné la comète, s'est réuni à elle pour l'éternité. Elle et son petit partenaire, Philae, sont restés posés sur la surface de cet ancien monde, poursuivant à jamais leur voyage infini à travers le système solaire. Mais leur héritage demeure. Les dizaines de téraoctets de données qu'ils ont transmises seront analysées par les scientifiques pendant de longues années, engendrant sans aucun doute de nouvelles découvertes. Rosetta ne nous a pas seulement montré à quoi ressemble une comète. Elle a transformé notre compréhension de la formation planétaire, de l'origine de l'eau et des molécules organiques sur Terre. Elle n'a pas trouvé d'être vivant, mais elle nous a incontestablement rapprochés du mystère de l'émergence de la vie elle-même. Elle a converti ce point lointain et discret dans le ciel en un monde complexe, dynamique et magnifique. Que pouvons-nous dire en fin de compte de l'être qui se cacherait prétendument dans le noyau de la comète 67P? Nous pouvons affirmer avec certitude qu'il n'existe aucune preuve convaincante de son existence. C'est une hypothèse belle et audacieuse qui n'a trouvé aucune confirmation scientifique. Elle est cependant devenue un phénomène culturel important, révélant à quel point l'intérêt pour la recherche de vie extraterrestre est fort en nous, et à quel point nous sommes prêts à croire au miracle. La véritable merveille, celle que nous a révélée la mission Rosetta, s'est avérée non moins captivante. Cette merveille réside dans le fait qu'un bloc de glace sale, flottant dans le vide spatial, contient exactement les mêmes molécules que celles qui nous composent. La glycine, le phosphore, des hydrocarbures complexes, tous ces éléments nécessaires à l'émergence de la vie, ont été forgés au cœur des étoiles et dispersés à travers l'univers. Les comètes, telles d'anciens semeurs, ont disséminé ces graines sur les jeunes planètes. Sur l'une d'elles, notre Terre, ces graines sont tombées sur un sol fertile. Elles se sont combinées dans les océans chauds, ont formé les premières molécules autoréplicatives et ont lancé le grand processus d'évolution qui, en fin de compte, a abouti à l'apparition d'un esprit capable de sonder l'espace et de retrouver ses lointains ancêtres chimiques. L'histoire de la comète 67P n'est pas une quête d'extraterrestres. C'est la quête de nous-mêmes, de nos racines cosmiques les plus profondes. Et elle nous dit ceci: nous ne faisons pas que vivre dans l'univers. Nous sommes l'univers cherchant à se comprendre lui-même. Revenons encore une fois, par la pensée, à la surface de la comète. Imaginez ce monde. L'absence quasi totale de gravité, vous pourriez vous propulser d'une simple poussée et dériver dans l'espace. Un ciel d'un noir absolu, où des étoiles brillantes et immuables semblent suspendues sans le moindre scintillement. Et un soleil immense et aveuglant, qui n'apparaît pas comme un disque, mais plutôt comme le point le plus lumineux que vous puissiez imaginer. La température à la surface varie de plus 50 degrés Celsius du côté éclairé, à moins 150 degrés à l'ombre. Sous vos pieds, ce n'est ni du sable ni de la roche au sens habituel, mais un mélange friable de poussière et de glace, extrêmement poreux et léger. La densité du noyau de la comète est inférieure à celle de l'eau. Si nous pouvions trouver un océan assez vaste, la comète y flotterait comme un morceau de pierre ponce. Pourtant, dans ce silence qui semble mortel, il se passe constamment quelque chose. Quelque part sous la surface, la glace se réchauffe, la pression monte, et soudain, un jet de gaz et de poussière s'échappe d'une fissure dans un sifflement, emportant vers l'espace des particules de matière ancienne. D'énormes rochers se déplacent lentement et dévalent les pentes sous l'effet de cette activité faible mais incessante. C'est un monde à la fois mort et vivant, animé par sa propre vie, une vie non biologique.
Et grâce à la mission Rosetta, nous avons pu le voir de nos propres yeux, parcourir ses vallées et ses montagnes, effleurer ses mystères. C'est une expérience inestimable qui restera à jamais dans l'histoire de l'humanité, marquant le premier pas vers l'étude de ces mystérieux voyageurs de l'espace. Il est d'ailleurs fascinant de noter que la forme de cette comète, qui ressemble à un canard en caoutchouc, a donné beaucoup de matière à réflexion aux scientifiques. L'analyse de la structure du cou, qui relie les deux lobes, a révélé qu'elle est composée de couches successives, un peu comme un oignon. Ce constat confirme la théorie selon laquelle la comète serait née de la fusion de deux objets distincts. Mais la question restait, comment? Deux hypothèses étaient envisagées. Soit il s'agissait d'une collision très lente, survenue au début de la formation du système solaire. Soit il s'agissait d'un unique objet qui aurait acquis cette forme étrange au fil du temps, en raison d'une érosion inégale, c'est-à-dire l'évaporation de la glace. La mission Rosetta a finalement permis de trancher. L'analyse détaillée du champ gravitationnel de la comète et de sa structure interne a révélé que les couches des deux lobes sont orientées de manière totalement indépendante. Ceci prouve qu'elles se sont formées séparément pour ensuite fusionner. De plus, la collision fut incroyablement douce, à la vitesse d'un piéton, ce qui fait que les deux corps ne se sont pas détruits, mais se sont simplement soudés l'un à l'autre. Cette découverte est capitale, car elle éclaire la manière dont les planétésimaux, ces embryons de planètes, se sont formés. Le processus n'a donc pas été aussi chaotique et destructeur qu'on l'imaginait. Il s'agissait plutôt d'une accrétion lente et progressive de petits objets qui, au fil du temps, ont donné naissance à des corps de plus en plus massifs. La comète 67P est ainsi devenue un exemple frappant de ce phénomène fondamental, figé dans le temps. Sortons un instant du cadre purement scientifique pour aborder l'impact culturel de la mission Rosetta. L'Agence spatiale européenne a réalisé un travail de communication absolument brillant pour populariser cette aventure. Ils ont produit des courts-métrages d'animation émouvants narrant les péripéties de Rosetta et de Philae. Cela a eu pour effet d'humaniser les sondes, transformant ces robots en véritables héroïnes d'un conte spatial. Sur les réseaux sociaux, des comptes ont été créés au nom des appareils, qui échangeaient entre eux et dialoguaient avec leurs abonnés. Cette stratégie a permis à des millions de personnes à travers le monde de suivre la mission, non pas comme un projet scientifique aride, mais comme une véritable et passionnante telenovela. Le réveil de Rosetta, l'atterrissage spectaculaire de Philae, sa brève période d'activité, son entrée en hibernation, puis son réveil inattendu et bref quelques mois plus tard. Tout cela a été vécu comme des événements dans la vie d'amis proches. Cette approche de la communication fut un succès retentissant. Elle a prouvé que la science peut être passionnante, émouvante et accessible à tous. La mission Rosetta a inspiré toute une génération de jeunes à se tourner vers l'espace, l'ingénierie et la recherche. Elle a démontré que l'exploration de l'univers, ce n'est pas qu'une simple collecte de données, c'est une grande aventure de l'esprit humain, pleine d'espoir, de défis et de triomphes. Et ceci constitue peut-être un héritage tout aussi important que toutes les découvertes scientifiques réalisées. Un autre aspect fascinant de la comète 67P, c'est ce qu'on a appelé sa chanson. L'un des instruments de la sonde Rosetta avait pour mission d'étudier le champ magnétique de la comète. Et cet appareil a enregistré des oscillations étranges dans ce champ, se produisant à de très basses fréquences, entre 40 et 50 MHz, soit bien en dessous du seuil de l'audition humaine. Les scientifiques ont converti ces vibrations dans le spectre audible, et le monde a pu entendre le mystérieux bourdonnement ou chant de la comète. Ce son, s'apparentant à d'étranges clics et crépitements, a immédiatement suscité de nombreuses spéculations. Certains ont rapidement affirmé qu'il s'agissait peut-être de signaux émis par ces fameuses créatures hypothétiques. Mais l'explication scientifique,
comme souvent, s'est avérée plus prosaïque, sans être moins captivante. Très probablement, ces oscillations sont générées par le processus d'ionisation des molécules éjectées de la surface cométaire, sous l'effet du vent solaire. C'est, en d'autres termes, le bruit de l'interaction entre l'atmosphère de la comète et le flux de particules chargées provenant du Soleil. Néanmoins, le fait de pouvoir entendre la comète a eu un impact considérable sur l'imagination collective. C'était une façon supplémentaire de percevoir ce monde lointain, de le rendre plus réel et plus tangible. Ces leçons de processus qui ont eu lieu bien avant l'apparition de l'être humain et qui continueront pendant des milliards d'années, c'est la musique même du système solaire, et Rosetta nous a permis de l'écouter. Quels enseignements tirer de cette fameuse histoire de vie sur une comète? La leçon principale, c'est l'importance cruciale de l'esprit critique. À une époque où l'information circule instantanément, il est trop facile de se laisser séduire par des titres sensationnels. L'histoire était trop belle pour être fausse. Des scientifiques auraient trouvé des extraterrestres. Mais la science ne fonctionne pas comme ça. Toute affirmation audacieuse doit être étayée par des preuves irréfutables, des preuves qui peuvent être vérifiées et revérifiées par des chercheurs indépendants. Dans le cas de la comète 67P, ces preuves faisaient à défaut. Il n'y avait que des interprétations de données qui, en réalité, avaient des explications alternatives et beaucoup plus simples. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas chercher la vie dans l'espace. Au contraire, nous le devons. Mais nous devons le faire méthodiquement, avec prudence, et sans jamais confondre nos désirs avec la réalité. La recherche de la vie extraterrestre est un marathon, pas un sprint. Même si nous ne trouvons pas de petits hommes verts, le processus de recherche lui-même nous enrichit de connaissances sur l'univers et sur notre propre place. Chaque mission, comme la mission Rosetta, même si elle ne découvre pas la vie, trouve quelque chose de tout aussi essentiel, des fragments du puzzle de nos propres origines. Intéressons-nous maintenant à un autre aspect qui rend les comètes des objets d'étude si fascinants. C'est leur rôle dans l'apport non seulement de matière organique, mais aussi de gaz nobles sur Terre. Les gaz nobles, comme l'argon, le krypton ou le xénon, sont extrêmement inertes et ne participent presque à aucune réaction chimique. Leur composition isotopique dans l'atmosphère terrestre agit comme une véritable empreinte digitale, capable de nous renseigner sur les sources à partir desquelles notre planète s'est formée. Et c'est là que ça devient intéressant. La composition des gaz nobles dans notre atmosphère ne correspond pas tout à fait à celle que l'on observe sur le Soleil ou dans les météorites, pourtant considérés comme les principaux matériaux de construction planétaire. Il existait un déficit, notamment en xénon. La mission Rosetta a réussi pour la première fois à mesurer la composition des gaz nobles directement sur une comète. Et il s'est avéré que cette composition complétait idéalement les composants manquants. En mélangeant les cocktails cométaires et astéroïdaux dans la bonne proportion, on peut obtenir une composition extrêmement proche de celle de l'atmosphère terrestre. C'est une preuve supplémentaire que notre planète ne s'est pas formée à partir d'une seule source, mais d'un mélange de corps variés, provenant de différentes régions du jeune système solaire. Ainsi, les comètes, venues des froides périphéries du système, ont non seulement apporté de l'eau glacée et des molécules organiques, mais également ces gaz nobles volatiles qui ont contribué à façonner l'atmosphère que nous respirons aujourd'hui. Si l'on revient à la recherche de vie, il est crucial de saisir l'extrême rudesse des conditions qui règnent sur une comète. Au-delà des températures extrêmes et du vide spatial, la principale menace pour toute forme de vie reste le rayonnement cosmique. Une comète ne possède ni l'atmosphère dense, ni le champ magnétique qui protège la Terre des flux de particules hautement énergétiques provenant du Soleil et du cosmos lointain. Ce rayonnement est dévastateur pour les molécules organiques complexes comme l'ADN. Tout micro-organisme situé en surface ou juste en dessous serait stérilisé en très peu de temps.
Théoriquement, la vie pourrait exister à une certaine profondeur sous la surface, où une couche de glace et de poussière pourrait servir de bouclier protecteur. Mais c'est là qu'un autre problème surgit, l'absence de source d'énergie. Sur Terre, la vie utilise soit l'énergie solaire via la photosynthèse, soit l'énergie chimique via la chimiosynthèse, comme celle trouvée près des évents hydrothermaux. Sur une comète, la lumière du Soleil ne pénètre pas en profondeur. Quant aux réactions chimiques capables d'entretenir un métabolisme, elles sont soit extrêmement lentes dans ces conditions de gel permanent, soit totalement inexistantes. Tous ces facteurs rendent l'existence d'un écosystème microbien actif sur une comète hautement improbable. Il est possible que des spores congelées et inactives y subsistent, mais une vie florissante relève purement et simplement de la science-fiction. La mission Rosetta était un projet véritablement international, réunissant des scientifiques et des ingénieurs d'une dizaine de pays. Elle reste un magnifique exemple de ce que l'humanité est capable d'accomplir lorsqu'elle unit ses forces pour relever des défis majeurs. Le coût total de la mission s'élevait à environ 1,4 milliard d'euros. Certes, c'est une somme considérable. Mais si l'on répartit ce montant entre tous les citoyens des pays contributeurs et sur les 20 années de développement du projet, cela revient à peu près au prix d'une simple tasse de café par an et par personne. Pour cette somme dérisoire, nous avons acquis des connaissances fondamentales sur nos origines, inspiré des millions de personnes et réalisé une véritable percée technologique. Ces projets sont le moteur de la civilisation. Non seulement ils répondent à nos interrogations, mais ils en soulèvent de nouvelles, nous poussant vers des objectifs encore plus ambitieux. La prochaine étape dans l'étude des comètes pourrait bien être une mission de retour d'échantillons du noyau cométaire sur Terre. Imaginez, ne plus se contenter d'analyser la matière à distance, mais l'étudier dans nos laboratoires les plus sophistiqués, en utilisant des technologies qu'il est impossible d'envoyer dans l'espace. Une telle mission nous permettrait de sonder encore plus profondément les mystères de ces mondes glacés et, potentiellement, de découvrir des molécules organiques plus complexes que celles que Rosetta n'aurait tout simplement pas pu détecter. Imaginons un instant ce qui se passerait si l'hypothèse de la vie sur une comète était un jour confirmée. Si Philae, grâce à sa foreuse, avait extrait de sous la glace non pas de la simple matière organique, mais de véritables micro-organismes vivants. Ce serait, sans aucune exagération, la plus grande découverte de toute l'histoire de l'humanité. Cela signifierait que la vie n'est pas un phénomène unique, né exclusivement sur Terre, mais plutôt un phénomène répandu et commun dans l'univers. Cela prouverait qu'elle peut émerger et subsister dans les conditions les plus rudes et les plus invraisemblables. Cela changerait tout, notre philosophie, notre religion, notre conception de nous-mêmes. Nous comprendrions que nous ne sommes pas seuls. Et même si cette vie n'était faite que de microbes primitifs, cela suffirait à prouver ce principe fondamental. Malheureusement, ou peut-être heureusement, cela ne s'est pas produit. La comète 67P s'est avérée jusqu'à présent être dépourvue de vie. Mais cela ne signifie pas que la vie n'existe nulle part ailleurs. La quête continue. Chaque nouvelle mission, chaque nouveau télescope nous rapproche du jour où nous pourrons peut-être affirmer avec certitude « ils ne sommes pas seuls ». En attendant, nous ne pouvons que contempler les étoiles et rêver, bercés par la connaissance que nous sommes faits de la même matière stellaire que ces mondes lointains. Ce qui est fascinant, c'est que l'histoire de la mission Rosetta et de son atterrisseur Philae porte également une dimension symbolique forte. Le nom Rosetta fait référence à la célèbre pierre qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. La sonde elle-même avait pour but de déchiffrer le langage des comètes. Quant à l'atterrisseur Philae, il fut nommé d'après l'île sur le Nil où avait été déplacé un obélisque également couvert d'hiéroglyphes, obélisque qui s'est avéré crucial pour le déchiffrement de la pierre de Rosette. Autrement dit,
Philae devait être la clé permettant à Rosetta de lire ce message venu du passé. Et même le site d'atterrissage baptisé Agilkia tire son nom de l'île où furent transférés les temples de Philae avant que celle-ci ne soit submergée lors de la construction du barrage d'Assouan. L'ensemble de la mission était imprégné de ces magnifiques parallèles historiques. Elle ne fut pas seulement conçue comme un simple voyage vers une comète, mais comme un véritable acte de déchiffrement, une tentative de lire le livre de la naissance de notre monde écrit dans l'ancienne langue de la glace et de la poussière. Et même si nous n'avons pas encore pu lire toutes les pages, nous avons au moins trouvé le dictionnaire lui-même, en découvrant sur la comète les lettres molécules qui composent le mot « vie ». Cet héritage poétique de la mission est peut-être tout aussi crucial que ses résultats scientifiques. Il nous rappelle que la science n'est pas qu'une affaire de formules et de graphiques, mais avant tout une grande histoire de connaissances et de découvertes. Reprenons l'histoire depuis le début, en nous concentrant sur les découvreurs de cette comète. En 1969, Klim Churyumov et Svetlana Gerasimenko travaillaient à l'observatoire d'Almaty. Ils étudiaient des plaques photographiques d'une autre comète lorsque Svetlana Gerasimenko remarqua, au bord de l'une d'elles, un objet jusqu'alors inconnu. Au départ, ils ont cru à un simple défaut de l'émulsion. Mais en vérifiant d'autres clichés, ils ont réalisé qu'il s'agissait bien d'une nouvelle comète. À l'époque, ils ne pouvaient imaginer qu'un appareil aussi sophistiqué, conçu par des milliers de personnes, serait envoyé vers ce petit objet terne 45 ans plus tard, et que le nom de leur comète serait connu dans le monde entier. Malheureusement, Klim Churyumov est décédé en octobre 2016, quelques semaines seulement avant la fin de la mission. Il aura néanmoins pu assister à tous les grands triomphes de Rosetta. Cette histoire est un magnifique exemple de la manière dont la science fondamentale, la simple curiosité et l'observation du ciel peuvent mener à des résultats qui changent le monde. Tout commence avec une seule personne qui regarde à travers un télescope et remarque quelque chose d'inhabituel. Et cela se termine par une mission internationale, cherchant à répondre aux questions les plus fondamentales de l'existence. C'est là tout le cheminement du progrès scientifique. Pour résumer, la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko s'est révélée être une véritable mine d'or. Elle ne nous a pas offert de créatures extraterrestres, mais elle nous a donné quelque chose de bien plus précieux. Elle a confirmé que notre système solaire, dans sa jeunesse, était un gigantesque réacteur chimique où s'étaient créées en abondance des molécules organiques complexes, les briques essentielles à la vie. Elle a démontré que les comètes étaient parmi les principaux fournisseurs de ces molécules, ainsi que d'eau aux jeunes planètes, y compris la nôtre, la Terre. Cette mission nous a obligés à revoir nos modèles de formation des planètes et des atmosphères. Elle a aussi prouvé le niveau incroyable de développement de nos technologies, notre capacité à envoyer des laboratoires automatiques à des milliards de kilomètres et à atterrir sur de minuscules objets filant à toute vitesse. La mission Rosetta n'a pas refermé le livre sur l'origine de la vie. Au contraire, elle y a écrit un nouveau chapitre passionnant et a laissé une foule de questions intrigantes pour les futurs chercheurs. Et la principale conclusion que nous pouvons tirer en nous endormant sur cette histoire est simple. Nous sommes tous des enfants des étoiles et des comètes. Notre corps est composé d'atomes qui faisaient autrefois partie de ces voyageurs glacés, comme la comète 67P. Cette prise de conscience nous relie à l'univers bien plus fortement que n'importe quelle histoire fantastique sur des êtres cachés. Poursuivons avec un autre fait fascinant. La surface de la comète est non seulement variée, mais elle est surtout extrêmement dynamique. L'un des phénomènes les plus étonnants enregistrés par Rosetta, ce sont ce qu'on appelle les éruptions singulières. Parfois, sans raison apparente, un puissant jet de gaz et de poussière pouvait jaillir d'une dépression profonde à la surface. Une de ces éruptions a multiplié par 6 la luminosité de la chevelure de la comète
et a propulsé dans l'espace environ 180 tonnes de matière. Les scientifiques pensent que cela que cela pourrait être dû à l'effondrement des parois de cavités souterraines où le gaz s'était accumulé sous haute pression. C'est un peu comme l'onde de choc générée par la rupture d'un barrage. Ces événements montrent à quel point la surface d'une comète peut être dangereuse et imprévisible, tant pour de futures missions que pour d'éventuels colons si l'humanité décidait un jour d'exploiter les comètes comme source d'eau et de ressources. L'étude de cette activité géologique est la clé pour comprendre non seulement le passé, mais aussi l'avenir de l'exploration spatiale. Chaque fissure, chaque glissement de terrain sur la comète 67P est une leçon que nous devons tirer avant de franchir les prochaines étapes dans le système solaire. Ce petit monde nous a donné de nombreuses leçons d'humilité face aux forces de la nature, mais aussi sur la grandeur de l'esprit humain, capable de les appréhender. Voilà, notre long voyage vers la comète 67P touche à sa fin. Nous avons parcouru des milliards de kilomètres aux côtés de Rosetta, et nous avons été les témoins de son arrivée triomphale. Nous avons vécu l'atterrissage dramatique de Philae et, avec les scientifiques, nous avons analysé les données inestimables qu'il a eu le temps de transmettre. Nous nous sommes penchés sur cette théorie audacieuse et intrigante d'une vie cachée sous la glace, et nous avons compris pourquoi la communauté scientifique ne l'a pas retenue. Nous avons vu que la réalité s'est avérée être tout aussi stupéfiante que la fiction. Aucune forme de vie n'a été trouvée dans le noyau de la comète. À la place, nous avons trouvé quelque chose de bien plus fondamental, nos propres racines chimiques. Nous y avons découvert des acides aminés et du phosphore, les briques élémentaires du vivant, qui prouvent notre lien indissoluble avec le cosmos. La comète n'était donc pas le berceau de la vie, mais plutôt son facteur, livrant une cargaison inestimable à la jeune Terre il y a des milliards d'années. La mission Rosetta est une grande histoire, celle de la curiosité humaine, de notre génie et de notre aspiration à connaître notre place dans l'univers. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, à voyager dans les profondeurs de l'espace. J'espère que ce récit vous a aidé à vous détendre et à vous préparer pour un sommeil profond et réparateur. Si cette immersion cosmique vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines conférences du sommeil. Et maintenant, tandis que vous vous endormez, posez-vous la question. Si les briques élémentaires de la vie sont si répandues dans l'univers, quelle est la probabilité qu'elles se soient assemblées ailleurs en quelque chose de réellement intelligent? Partagez vos réflexions dans les commentaires au réveil. À présent, je vous souhaite de doux rêves et un ciel pur et étoilé dans vos songes. Bonne nuit.